Bonjour et bienvenue dans Les Minutes du Crime, la série d'épisodes du podcast Contre-Enquête. Vous avez été nombreux à écouter et à aimer l'épisode avec Christian Page et j'ai le plaisir de vous annoncer que j'en prépare un nouveau pour dans quelques temps. Mais aujourd'hui, plongeons-nous dans le déroulement d'une affaire, l'affaire Bernard Goetz, un homme qui est devenu tristement célèbre sous le surnom du justicier du métro. Cette histoire a éclaté au cœur de New York le 22 décembre 1984 et elle ne se limite pas à un simple fait divers puisqu'elle a cristallisé toutes les tensions raciales et sociales de New York à l'époque. Bernard Goetz est un citoyen new-yorkais qui a été propulsé sous le feu des projecteurs à la suite d'une altercation avec des hommes au cours de laquelle il a fait usage d'une arme à feu, disait-il, pour se défendre. Rapidement, l'affaire a divisé l'opinion publique entre ceux qui le voyaient comme un justicier et ceux qui considéraient son geste comme un crime raciste. En 1984, New York était une métropole bouillonnante, confrontée à une montée de la violence et de la criminalité et qui faisait aussi face à des tensions raciales très importantes. Depuis le début des années 70, les agressions, les cambriolages et les incendies criminels avaient plus que triplé dans la ville. Et en 1980, le métro de New York était devenu l'un des systèmes de transport les plus dangereux au monde. On y comptabilisait en 1980 près de 2000 homicides dans la ville. À titre de comparaison, ce nombre est descendu à moins de 400 ces dernières années. C'est donc dans un climat social et sécuritaire très tendu que s'est installée l'histoire de Bernard Goetz, cet ingénieur électricien de 37 ans qui résidait dans le Queens. Le 22 décembre 1984, c'est dans un métro bondé que Goetz se retrouve face à face avec 4 adolescents afro-américains. Selon lui, ces jeunes ont alors tenté de le voler et de l'agresser. Il est en possession d'une arme à feu qu'il détient illégalement et Goetz ouvre le feu, blessant gravement les adolescents. Les victimes, Barry Allen, Troy Canty, James Ramser et Darrell Cabey, ont été touchés par balle. L'un d'entre eux en restera d'ailleurs paralysé à vie. Après l'incident, Goetz a pris la fuite, suscitant alors une chasse à l'homme qui dure jusqu'à ce que lui-même décide de se rendre à la justice en affirmant avoir agi en légitime défense. Deux versions s'opposent alors frontalement. Celle d'un geste d'autodéfense qui pose la question de l'insécurité dans le métro de New York ou celle d'un acte criminel commis sur un fond de racisme. Cet acte, qui aurait pu rester un fait divers local, se transforme alors en un événement médiatique national qui reflète autant les angoisses que les divisions d'une société américaine en proie à de profonds questionnements sur les questions raciales, la criminalité et la possibilité pour les citoyens de se défendre en cas d'agression. Goetz est alors présenté comme une figure héroïque ou comme un criminel, selon les points de vue des uns et des autres. Dans l'ensemble, il apparaît comme un monsieur tout-le-monde qui a fait face à une attaque de la part de jeunes qui voulaient le voler. Même si ces faits ne sont pas démontrés, le lobby des armes s'en mêle, car il voit là une occasion unique de soutenir la cause de la légitime défense et le droit pour chacun aux États-Unis de porter une arme dans un monde qui est devenu de plus en plus dangereux. Les enquêteurs, quant à eux, examinent méticuleusement les circonstances de la fusillade, depuis le moment où Goetz est monté dans le métro jusqu'à l'instant fatal où il a dégainé son arme. Le témoignage des victimes, des passagers présents, les enregistrements de surveillance du métro et les analyses balistiques constituent alors la base de l'investigation qui s'avère très complexe. On découvre que le pistolet en la possession de Goetz était détenu illégalement et que rien ne venait finalement valider le fait que les jeunes voulaient s'en prendre à lui d'une façon ou d'une autre.
Durant son interrogatoire, Gates apparaîtra parfois très agité, d'autres fois calme, et il racontera s'être procuré son arme après avoir été battu un soir en ville quelques jours plus tôt. L'enquête tente de déterminer si ce geste de Gates répondait donc à une peur raisonnable ou à un acte de vengeance prémédité. Pendant ce temps-là, Gates est pour beaucoup de citoyens le justicier du métro, un homme qui, dans la digne tradition imaginaire du Far West ou des films de Charles Bronson, s'est opposé à ses agresseurs. Cette image ne tarde pas à s'effriter lorsque les médias enquêtent et font remonter à la surface certains propos racistes tenus par Bernard Gates avant et après la tragique confrontation. La position de héros qui fait face à des criminels devient alors de plus en plus difficile à tenir et l'opinion publique commence à se retourner contre Gates, dont le comportement et l'attitude semblent de plus en plus injustifiables. L'affaire va devenir une saga judiciaire et en 1985, un grand jury considère qu'il n'y a pas lieu de porter des accusations contre Gates. Il est donc seulement accusé de possession illégale d'une arme à feu. Cependant, le procureur du district de Manhattan, Robert Monganto, a présenté de nouvelles preuves concernant un 5e coup de feu, celui qui a paralysé l'une des victimes, Darrell Cabey. C'est sur la base de ces nouvelles preuves, et probablement sous la pression accrue des médias, qu'en 1985, un second grand jury inculpe Gates de 10 nouvelles charges, y compris 4 chefs d'accusation de tentative de meurtre et 4 chefs d'accusation pour agression. De son côté, la défense de Gates soutient que les preuves présentées sont insuffisantes pour de nouvelles accusations. Finalement, à l'issue du procès qui se déroule ensuite, Gates est reconnu coupable de possession d'une arme en juin 1987, mais il est acquitté de toutes les autres accusations, y compris de celle de tentative de meurtre. Ce verdict résonne comme un coup de tonnerre à travers la ville de New York. Cette décision, loin de clore le débat, l'intensifie et elle est accueillie par un mélange de célébration ou de consternation qui reflète les clivages profonds de la société sur la question de la légitime défense. L'acquittement de Gates des charges les plus graves est vu par certains comme une victoire du droit à la légitime défense, tandis que d'autres y voient une preuve flagrante des failles et des préjugés du système judiciaire. Une décennie plus tard, en 1996, un procès civil intenté par Darrell Cabey, l'une des victimes, conduit Gates à être jugé finalement responsable au civil et condamné à payer des millions de dollars en dommages et intérêts. À la suite de ce verdict, Gates se déclare en faillite et il ne réglera jamais la somme due. Un dénouement qui souligne là encore la complexité mais aussi les contradictions du système juridique américain. Ce récit est maintenant terminé. L'affaire Gates demeure encore aujourd'hui une réflexion puissante et persistante sur les dilemmes moraux et légaux de l'autodéfense, les fractures sociales et raciales et la question du sentiment d'insécurité dans les zones urbaines. Elle interpelle, dérange et questionne sur le poids de l'opinion publique et des enjeux de société, sur le déroulement de la justice et l'exécution des jugements rendus. C'était les Minutes du Crime. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast ou Spotify ou encore mettre des commentaires. C'est une très bonne façon de faire progresser les écoutes de ce podcast qui, je vous le rappelle, est un projet personnel. Et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres épisodes du podcast Contre-Enquête.